Bon, eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis heureux à plusieurs titres, mais tout d'abord parce que vous avez été très, très nombreux à répondre à cet appel, puisqu'il y a à peu près 65 écoles, jusqu'à 65 écoles qui sont inscrites. Je vois 70 participants là, mais bien sûr, ce sont des participations par classe, et quelques 2000 étudiants qui vont avoir le plaisir d'entendre nos collègues indiens. Voilà, donc nous sommes des conseillers du commerce extérieur de la France. Alors, qu'est-ce que c'est que des conseillers? Ben, je vais d'abord vous parler de moi, puisqu'en fait, j'ai trois casquettes au niveau des conseillers du commerce de la France. Je suis parrain d'une école, donc référent formation pour une école qui est le CELSA à Paris. Et à ce titre, j'organise des interventions de mes collègues parisiens en présentiel. Ensuite, je suis l'animateur, le coordinateur pour Paris de toute l'équipe formation. Donc, à Paris, on est dans 40 écoles et on organise environ 250 interventions par an. Donc, c'est le comité historique où a été créé cette formation pour les étudiants. Et donc, c'est pour ça que ce comité est un des plus gros comités en France. On est comme ça une trentaine de comités en France, on est organisé par comité, et dans chacun de ces comités, on a cette activité formation auprès des écoles. Et j'ai une troisième casquette, et c'est la raison pour laquelle j'ai organisé cet événement, c'est que je fais partie dans l'organisation de la Commission nationale de formation. Et cette commission est là pour objectif d'essayer de faire des partages de bonnes pratiques, d'améliorer les outils de formation pour l'ensemble des comités en France et à l'international. Et également, on a une envie d'utiliser nos intervenants, non pas seulement les CCE qui sont en France, mais également d'ouvrir aux CCE qui sont en dehors de France. Et cet événement-là est un des premiers qui nous permet de faire participer la richesse de notre réseau en utilisant donc des CCE qui sont hors de France. Alors pourquoi richesse de ce réseau? Ben, c'est parce que nous sommes 4500 dans le monde, 4500 dont 3000 à l'étranger et 1500 en France. Nous avons tous la particularité d'être français, d'être bénévoles, mais nommés par le gouvernement pour une période de 3 ans et renouvelés si tout va bien. Euh, et, donc, euh, et donc, ceci nous permet de réaliser ce que nous faisons par exemple aujourd'hui. Alors, je voulais vous dire quoi d'autre? Alors, la grande majorité d'entre nous, donc, on a bâti notre carrière à l'international. Moi-même, par exemple, je suis allé dans 3 pays et j'ai 11 ans d'expérience internationale. Voilà. C'est le cas de tous les CCE qui sont en France. Et c'est bien sûr également le cas de nos 3000 CCE à l'étranger. Donc, cette expérience à l'étranger, personnellement, à l'international, m'a beaucoup enrichi, à la fois professionnellement, mais également, je dirais, personnellement et humainement. Et m'a donné cette passion de l'international et que je partage avec tous mes collègues. Et cette passion, on essaie de la passer à tous les étudiants. Et c'est un peu notre mission profonde. On a envie de faire partager ce qui nous a enrichi à un moment donné de notre vie. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc en France, on accompagne 350 établissements, on réalise plus de 1000 interventions. Et donc notre activité principale de formation est en France. Maintenant, on a également des activités en dehors de France et on aimerait pousser ces activités. C'est pour ça que cette idée de permettre à tous nos CCE de l'étranger d'intervenir dans nos écoles en France et pourquoi pas aussi un jour d'intervenir également aux écoles en dehors de France. C'est pour ça que je salue les deux lycées, le lycée de Pékin et ses deux classes qui sont aujourd'hui présents, mais l'essentiel des autres présents aujourd'hui sont des écoles françaises. Et notre objectif, c'est d'essayer de continuer cet événement, cette idée, en vous proposant d'autres interventions au fur et à mesure de l'année scolaire prochaine. On commencera peut-être avec on a pensé avec la Chine et on a l'objectif de le faire en novembre. Et comme ça, au courant de l'année, on vous proposera d'autres présentations de collègues CCE. Voilà. Alors, comme nous sommes très très nombreux aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas possible d'avoir une interactivité au fil de cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Donc, l'idée a été d'utiliser cette possibilité de vous faire travailler sur des questions. Et ainsi, j'ai reçu plus de 150 questions de la part donc d'étudiants qui ont travaillé avec leurs profs pour travailler pour savoir ce qu'ils avaient envie de connaître de l'Inde. Et donc, c'est ce qui va composer
notre fil. Et donc, on a essayé de bâtir cette présentation, non pas avec beaucoup de slides, mais plutôt en essayant, enfin, bien sûr, il y en aura un peu, avec un peu de chiffres, mais en essayant de répondre aux questions des étudiants. Alors voilà, je voulais vous dire également cet événement donc Inde, qu'il y a d'autres événements qui vont venir, que nous avons un autre événement qui pourra vous intéresser, qui se situe le 9 octobre à Paris, qui sera un colloque dans lequel également on utilisera ce système pour vous permettre de vous connecter et de poser des questions. On a organisé déjà ça l'an dernier, donc à Paris. Là, ce sera sur le thème de l'attractivité financière française, l'attractivité de la place de Paris. Et donc, vous aurez également la possibilité de vous connecter en direct à Bercy, dans ce colloque qui rassemblera 400 chefs d'entreprise et bien sûr des étudiants comme l'an dernier. Je voulais également vous dire que nous ferons bien sûr un feedback de cet événement, de façon à améliorer cet événement pour les fois prochaines. Donc, je vous enverrai un mail pour cela. Et puis, donc, je vous encourage à faire quelques photos, à me passer pour notre communication interne. Et je vous demanderai peut-être également un logo, un petit logo, pour aussi, dans cette communication interne, montrer tous les établissements avec lesquels nous étions connectés aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Maude. Donc, en fait, l'idée de cette présentation de l'Inde est venue de Maude, qui est venue voir la Commission nationale et qui nous a dit « Ah, j'aimerais bien présenter le marché indien ». Et donc, on a dit bingo, allons-y. Et on s'est dit, on ne va pas utiliser cette présentation seulement à une école, mais on va essayer d'élargir ça. Et c'est ce que nous permet aujourd'hui la technique. Le Covid n'a pas eu que des inconvénients, c'est tous habitués à Teams. Exactement. Et donc maintenant, grâce à Teams, on peut organiser cette intervention. Donc merci à tous. Je vais continuer à communiquer avec vous à travers des mails. Et maintenant, je passe la parole à Maude qui va nous présenter donc le fil conducteur de cette réunion. Merci à tous. Merci beaucoup, Francisco, et puis merci à la Commission nationale de formation des CCEF pour l'organisation de cet événement qui me tenait beaucoup à cœur. Ça fait, je suis dans le domaine de l'éducation supérieure. Je fais la promotion des études en France auprès des jeunes Indiens et dans le cadre de la stratégie de la France, en fait, de se montrer, de créer en fait une vraie amitié durable entre nos deux pays. Et ça passe par la jeunesse. Et ça passe notamment par des échanges universitaires qui se faisaient de moins en moins, qui n'ont jamais été énormes, mais qui se faisaient de moins en moins ces quelques dernières années, de la France vers l'Inde. Donc pour moi, il était vraiment essentiel de venir vous parler, à vous les jeunes français, c'est terrible de dire ça, vous les jeunes, mais bon, c'est la réalité, je n'en fais plus partie, c'est ça que ça veut dire. Donc, de vous parler de toutes les opportunités que vous auriez en Inde et de ne pas parler que, d'avoir en fait, de vous donner en fait une réalité de ce que peut être l'Inde moderne aujourd'hui avec des gens qui y vivent actuellement. Et donc, c'est fantastique d'avoir pu faire cet événement avec vous. Donc, je remercie également les écoles participantes pour toutes vos questions. On a essayé de trouver un moyen d'y répondre à travers ce flow. Et je suis désolée si nous ne répondez pas à tout, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de questions. Mais on va essayer de le faire au maximum. Et puis également, bien sûr, à mes co-panélistes que je vais vous présenter tout de suite. Donc, nous avons Vivien Massot, qui est le directeur général d'Inde et l'économiste senior de Tech Economics, qui est CCE en Inde, qui est le vice-président du comité Inde et le coprésident du forum APAC 2024 des CCE. Donc, je lui laisserai dire quelques mots tout à l'heure. Il va nous parler de la macroéconomie de l'Inde. Ensuite, nous aurons Alexandre Correa, qui est directeur Sopra Steria Inde, qui est CCE. Je vais désactiver le son, excusez-moi. Audrey Collignon, qui nous rejoint, qui est programme manager, assistant VIE d'Asso Aviation. On devait avoir une parité parfaite, puisqu'on avait Estelle également, qui est programme manager chez Mirou, mais qui présente aujourd'hui au niveau monde dans son groupe, donc elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais c'est pour vous dire que oui, la parité, c'est possible en Inde et largement.
Pierrick Bourdet, qui est responsable du French Tech Inde et project coordinateur pour Altios, et qui est aussi un VIE. Et puis moi-même, Sarah Segia, Area Manager de Omnes Education, CCEF Inde, et ça fait 13 ans maintenant que je suis, 13 ans presque jour pour jour, que je suis en Inde. Voilà. Donc, quelques mots pour introduire. L'Inde, c'est Incredible India. C'est un continent qui inspire de loin autant la fascination que la peur et l'impression de complexité, j'en suis certaine. Ça se voit au niveau de vos questions, de toute façon. Et pourtant, cette période de post-Covid, où les équilibres internationaux sont bousculés, l'Inde et son 1,4 milliard d'âmes s'ouvrent de plus en plus au monde et mérite qu'on s'y intéresse. Si on lit la presse anglo-saxonne en particulier, et les CEO des plus grandes multinationales non indiennes, le CEO de McKinsey, par exemple, ils s'emballent tous sur les possibilités fantastiques qu'offre le pays. Et donc, pourquoi pas la France? C'est déjà le cas. De nombreuses multinationales ont nommé des leaders indiens à leur tête. Donc, on reconnaît les talents indiens de plus en plus. Et de son côté, le gouvernement français, depuis de nombreuses années, et encore plus depuis la présidence de M. Macron, il considère l'Inde comme un partenaire stratégique en Indo-Pacifique. Les entreprises françaises ont multiplié leur présence avec, vous verrez, plus de 600 sociétés implantées sur le territoire indien. Et en 2019, la France, c'est le 3e employeur étranger en Inde. Ce sont plus de 350 000 employés sur place, et on est cité parmi les 5 pays les plus productifs en Inde sur le site gouvernemental Make in India. Plusieurs régions de France même se sont implantées localement. Donc, c'est vous dire qu'il y a une forte présence ici. Donc, lors de cette table ronde, on aurait pu évoquer tellement de sujets, mais on s'est dit que l'idée, c'était de vous donner donc une idée de cette Inde moderne et de vous montrer toutes les opportunités que vous pourriez avoir pour faire une partie de vos études, un stage, un VIE, une expatriation. On espère vraiment que ça vous convaincra, on verra. Et on sera en transparence, évidemment. Et nous avons choisi donc d'évoquer un sujet d'intérêt large, l'opportunité fantastique que représente l'Inde en termes d'innovation et d'accès au talent à travers différentes interventions. Je vais vous parler d'éducation supérieure, de talent. Ensuite, Vivien va vous donner une perspective macroéconomique de l'Inde. Ensuite, Alexandre va vous parler plus particulièrement du secteur de la tech, de la French Tech, puisque je n'ai pas mentionné que et Alexandre et Pierrick et Estelle également font partie de la French Tech India. Et puis Audrey qui va parler du secteur aérodéfense, quelques mots. Et enfin, Pierrick nous parlera de comment on s'implante quand on est une société étrangère en Inde. Donc, on démarre avec l'éducation supérieure. Ça, je vous ai dit, 5e. En fait, une chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a le total sur le total de la population mondiale des 15-24 ans, 25% du total mondial est en Inde. C'est la réalité aujourd'hui. Donc, il y a un vrai pool de talents jeunes que représente l'Inde, mais c'est aussi un défi puisque l'idée, c'est d'arriver à former tout le monde. Vous imaginez que c'est pas une mince affaire. C'est la 5e économie mondiale, devrait devenir la 3e. Ça peut-être que Vivien pourra vous en dire un peu plus sur ce point. C'est le 2e pays pour le nombre d'anglophones. Je vous le dis parce que je sais que quand vous choisissez un lieu pour faire votre échange, très souvent, vous avez l'aspect améliorer votre niveau de langue, et vous pouvez largement améliorer votre niveau de langue anglaise en Inde. Et la preuve, c'est le 2e pays au monde pour le nombre d'anglophones. Et particulièrement si vous venez dans des écoles, faire des échanges dans des écoles d'éducation supérieure en Inde, ce sera en anglais. Et vous serez certainement surpris par le niveau de la classe. Aussi, en termes de taille, voici la taille de la France par rapport à l'Inde, à peu près, je ne dirais pas exactement au kilomètre près, mais en gros, il faut vous dire que l'Inde, c'est 7 fois la superficie de la France. Je prends la France métropolitaine, bien sûr. Alors, c'est aussi un endroit où vous allez trouver de l'excellence en termes académiques. La France est première dans le top 100 des Master in Management au monde, et depuis 2015, on représente 20 à 25% des meilleures écoles pour les Master in Management au monde, donc on a de quoi être fier. L'Inde est 3e, donc l'Inde n'est pas très loin.
Donc, vous auriez la possibilité d'étudier dans des écoles de très haut niveau. Ça peut être très sélectif en Inde. Vous imaginez le nombre de candidats que peut représenter 25% de la population des 15-24 ans au monde. Ben voilà, ils se battent tous pour un nombre limité de places dans des grandes écoles. Si je prends les IIM pour le management, mais c'est la même chose pour les IIT, on parle d'1 million de candidats pour 10 000 places. Et parmi ces 10 000 places, une partie va être gardée pour des quotas de certaines sociétés. C'est 1 million de diplômés d'ingénierie en 2021 contre 37 000 Français diplômés par an. Excusez-moi, il y a une petite typo ici. 250 000 seulement aux US. Mais seulement 50% de ces jeunes diplômés sont considérés comme employables. Effectivement, en France, on a l'habitude de faire des stages régulièrement. En Inde, c'est peut-être un peu moins le cas. Le résultat, c'est que selon le gouvernement indien lui-même, ils se sont rendus compte qu'il y avait une nécessité d'apporter un peu plus de revoir certaines pédagogies pour améliorer ce niveau. On est aussi dans un monde où on souhaite passer de 30% de la population, des jeunes indiens qui font des études supérieures à 50%. Donc, vous voyez les marches qu'il y a à passer. Ça reste quand même 500 000 ingénieurs par an qui sont employables directement à la sortie de l'école. Ça reste un nombre énorme. Donc, vraiment un endroit où les sociétés peuvent trouver des talents de haut niveau. Une chose aussi, si jamais vous avez l'idée de lancer une entreprise, la plupart des écoles, et moi j'étais à Warangal, qui est au milieu de la Pampa en Andhra Pradesh hier, ils avaient un énorme incubateur sur place avec beaucoup de moyens et qui font de très belles choses. Donc c'est tout à fait possible d'être entrepreneur pendant que vous êtes étudiant en Inde, et ça peut commencer avec juste 1 500 € de capital. Voilà, alors, vous avez une petite idée des entreprises, du type d'entreprise qui peuvent être là, Capgemini, Brut, enfin, c'est vraiment dans tous les domaines. Oui, maintenant, c'est plus de 400 000 emplois. C'est plus de 350 000, mais c'est plus de 400 000 emplois français en Inde. Donc, on s'interroge sur pourquoi les entreprises s'implantent, qu'est-ce que l'innovation en Inde, pourquoi c'est une bonne idée pour vous de considérer l'Inde dans votre parcours académique ou votre début de carrière. Et je vais donc laisser Vivien vous en dire un peu plus sur l'économie en général. Merci Maude. Cette présentation assez générale sur l'éducation en Inde et sur la force de travail. Alors moi, je suis économiste de formation et de métier. Je travaille pour TAC Economics, qui est un cabinet de conseil, d'analyse et de recherche en économie. Et je suis spécialisé sur les pays émergents. Donc, ça fait bientôt 16 ans que j'habite en Inde. Et donc, je suis devenu un peu un spécialiste de cette économie. Mais pour nos clients, on suit toutes les économies sur les 5 continents. Et je suis également étudiant. Donc, comme vous, j'ai repris mes études l'année dernière. Et donc, je suis des deux côtés de la table. Sur la macroéconomie indienne, je vais faire quelques slides assez simples. Là, je vous présente un nuage de points avec deux variables. Une variable de prime de risque pays, c'est nous ce qu'on fait tous les jours et qu'on présente à nos clients, qui est un peu le coût du risque pour un investisseur dans un pays émergent, quel doit être ce coût pour assurer ses projets, ses actifs financiers, ses actifs industriels, et on le mesure en point de base sur une échelle qui va de 0 à plus de 1500 pour les pays les plus risqués comme le Venezuela ou le Soudan. Et sur l'axe vertical, vous avez la croissance économique du PIB, croissance du PIB sur les 2 prochaines années, telle que le prévoit la Banque mondiale pour 2024 et 2025. Donc, j'ai fait la moyenne des 2 prochaines années. Et donc, on peut mettre en évidence deux patates. Une première en rouge, qui est les pays à risque très élevé et les opportunités de croissance très faibles. Et donc, c'est des pays, des destinations d'investissement qui sont très, très délicates en termes de rentabilité et très compliquées pour essayer de s'implanter. Alors qu'à l'inverse, les pays qui sont entourés en vert, et après, en fonction de votre appétence au risque, vous pouvez agrandir cette bulle. Vous voyez les pays qui ont une forte croissance et un niveau de risque très faible. Et donc, l'Inde est parmi les pays les mieux positionnés dans
panorama de 100 pays émergents qu'on suit en permanence. Ça démontre bien l'attrait aujourd'hui de l'économie indienne. Ce qu'on prend en compte dans la prime de risque pays, là, c'est des composantes à la fois macroéconomiques. Est-ce que sa croissance est faible? Est-ce que son endettement est faible? Est-ce que ses niveaux de réserve de change qui permettent d'absorber les chocs extérieurs est suffisant? Mais aussi, on prend en compte des éléments de gouvernance, de stabilité politique, d'environnement des affaires. Quand ils sont assez porteurs, ça réduit le coût du risque et l'Inde est très favorable ici. Je passe au graphe suivant pour montrer un peu la place de l'Inde dans l'économie mondiale. Après son indépendance, l'Inde était une plus grande économie, mais au cours des années 70-80, vous pouvez voir que la place de l'Inde a reculé parce que des économies, notamment d'autres économies asiatiques, avaient cru beaucoup plus rapidement, se sont développées très fortement. Mais l'Inde a libéralisé son économie au début des années 90, et donc la croissance s'est accélérée, et donc a rattrapé plusieurs pays, plusieurs grands pays émergents et développés. Donc, la moyenne pour cette décennie en cours est au 5e rang mondial, mais l'année dernière, l'Inde a dépassé la France et le Royaume-Uni, et on sait déjà, d'après les prévisions du FMI, que l'Inde dépassera le Japon et l'Allemagne d'ici 3-4 ans pour être au 3e rang des économies mondiales. C'est inéluctable, mais l'Inde restera, malgré sa taille, plutôt relativement loin derrière les États-Unis et la Chine. C'était une des questions, même si l'économie grandit vite, le fait que la population aussi soit la première mondiale avec plus de 1,4 milliard, on a un PIB par habitant qui reste à environ 2 500 $ par habitant. La Chine, ils sont à 12 500. On peut se rendre compte par ces deux chiffres de l'écart en termes de niveau de vie que l'Inde a potentiellement à rattraper pour avoir un équivalent de la Chine. Et donc ça, c'est ce qui prendrait plus d'une génération pour que l'Inde puisse rattraper la Chine, même si sur des projections à très long terme, jusqu'à la fin du siècle, le potentiel existe. Un second graphe qui regarde un peu les perspectives à plus court terme, et moi j'utilise pour mettre en évidence une sorte d'évolution, changement de régime de croissance. La ligne rouge, c'est les taux de croissance du PIB tous les ans. Donc en 2022, c'était 7,2% de croissance. En 2023, 6,3%, même si ça devrait être révisé à la hausse par le FMI. Les autorités ont aussi publié des chiffres plus favorables pour cette année en cours. Mais quel que soit le chiffre ultime pour les 5 prochaines années, entre 6,5 ou 7, même si c'est un petit peu plus haut, on voit que la croissance au cours de la décennie précédente, entre les années 2010 et 2018, 6 ou 7% de croissance, faisait augmenter le PIB en valeur absolue de environ 200 milliards de dollars par an. Et maintenant que l'économie indienne a dépassé ces 3 500, 4 000 milliards de PIB, une croissance supérieure à 6,5% fait que tous les ans, le PIB augmente de presque 500 milliards par an en moyenne. Et donc, c'est là qu'on comprend les opportunités en termes de développement de marché. Et parce que ces 5 milliards supplémentaires, c'est de la consommation, c'est de l'investissement, se développe. Et donc, pour les entreprises étrangères qui veulent investir et pour les entreprises domestiques, les entrepreneurs indiens, c'est vraiment sur cette capacité à développer leur économie qu'ils veulent capitaliser. Un dernier point sur les échanges commerciaux, ça a été assis plusieurs questions sur ce domaine. Alors, j'ai utilisé des graphes qui sortent du MIT qui représentent un peu les importations, tout le panier d'importation de l'Inde. Et donc, le premier produit importé, c'est le pétrole. Il y a très peu de production de matières premières énergétiques en Inde, et donc beaucoup d'importations qui viennent principalement des pays du Golfe, donc ça joue sur la géostratégie. Depuis 2 ans, les importations en provenance de Russie, des produits pétroliers aussi, ont fortement augmenté. Parmi les 5 premiers biens, donc les équipements suivent les produits pétroliers, mais aussi les pierres précieuses à 4%. Donc l'Inde aussi importe beaucoup d'or. Et je souligne ces produits pétroliers et or, parce que quand on voit les pays qui vendent à l'Inde,
La France a une toute petite part de marché, à 1% et quelques, mais parce que aussi, on se rend bien compte que l'Inde n'est pas en capacité d'exporter à la fois du pétrole et de l'or, et donc du coup, ça limite un peu les perspectives de production française vers le marché indien. Et donc, les principaux pays partenaires sont asiatiques sur les biens d'équipement oui, tout ce qui est équipement, machinerie et véhicules de transportation, de transport pour le marché indien. Je laisse la main à Alexandre. Si vous avez d'autres questions après sur la macroéconomie, je serai bien entendu disponible pour y répondre. Bonjour à tous, merci Vivien, merci Maude. Donc moi je suis Alexandre Correa, donc je travaille pour Soprasteria depuis presque 20 ans. J'ai un parcours universitaire, donc avec IUT, DUT, IUP, qui a été suivi en fait par un travail en tant qu'indépendant dans un premier temps dans l'informatique et ensuite des expériences à l'étranger, en Irlande et en Grèce. Et je rejoins Soprasteria en 2005. Et depuis, je me suis occupé de plusieurs postes, d'abord en France, 5 ans, et après je suis resté 11 ans au Royaume-Uni, où je me suis m'occupais des activités, on va dire, liées à l'aérospatiale et à l'ingénierie. Et j'ai rejoint l'Inde en juillet 2022 sur un poste similaire, donc je m'occupe des activités de Soprasteria sur ce secteur-là. Donc, si je parle un petit peu d'Inde et de la tech, etc., pourquoi on y est, qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qui est intéressant pour nous? De façon générale, en fait, l'Inde, depuis déjà plusieurs décennies, c'est un peu le service. Donc, c'est tous les pays du monde, en commençant par les États-Unis, l'Europe, etc., travaillent avec l'Inde avec des activités qui vont être liées à la traitance, à tout ce qui va être lié à l'informatique, à la programmation, à l'ingénierie. En effet, en Inde, et Maud le soulignait, en fait, aujourd'hui, moi j'ai le chiffre il y a 1,5 million d'ingénieurs par an qui sortent des écoles sur plus de 3000 écoles, et ça depuis très longtemps. En Inde, il y a cette culture, en fait, qu'on retrouve aussi bien au niveau de la santé avec les docteurs ou les ingénieurs euh, qui existent depuis très très longtemps et qui fait que c'est un pays où il y a une vraie culture, en fait, au niveau de l'ingénierie et de la technologie. Si on regarde, et historiquement, nous, on travaille avec l'Inde depuis plus de 20 ans, personnellement depuis plus de 12 ans. Et ce qui est important, c'est que initialement, c'était, et à cause des langues, etc., c'était quelque chose qui était assez plutôt tactique sur du back-office. Maintenant, depuis plusieurs années, et on le voit par rapport aux grandes entreprises technologiques comme Amazon, Google, Microsoft, SAP, etc., la proportion, en fait, des Indiens dans ces entreprises-là, au niveau innovation technologique, etc., a largement augmenté avec le niveau de sortie des écoles qui a constamment augmenté. Si on passe au slide suivant, je veux dire deux, trois mots sur la tech en Inde et ce qu'on y fait. Donc, avec quelques chiffres, la digitalisation est clé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inde, effectivement, et on l'a vu au niveau des chiffres, au niveau économique, je dirais, ça croît encore plus rapidement au niveau digitalisation. C'est vraiment le pays de la digitalisation et c'est d'autant plus facile que ça s'est fait rapidement. Euh, Par exemple, si je prends un exemple assez concret, en Inde, et là c'est une des forces de l'Inde, il n'y a pas eu les problématiques au niveau financier des chéquiers, des cartes de crédit, etc. L'Inde est passée presque directement des billets de banque au paiement pour tout et pour tout le monde avec son téléphone. Et ça sur tous les secteurs d'activité, aussi bien au niveau forcément des grandes entreprises corporate, mais également, et c'est très nombreux en Inde, de tous les petits magasins familiaux qui très facilement ont accès à toutes ces utilisations, aussi bien au niveau paiement, au niveau supply chain, hein, au niveau des fournisseurs, mais également au niveau accès à leurs clients. Donc c'est vraiment un pays, et on le voit au niveau des chiffres, avec 100 millions de transactions digitales par jour, hein, c'est un des premiers pays du monde. C'est le premier pays du monde par rapport à ça maintenant, hein. Donc ça, on ne l'a pas toujours en tête et ça va encore plus vite. Parce qu'en Europe, en Amérique, etc., il y a un existant qui fait que c'est un peu plus lent. 1,2 milliard de téléphones. En Inde, c'est des chiffres assez impressionnants par rapport à la population, mais effectivement, c'est quelque chose de très, très important parce que c'est vraiment à la base de beaucoup de choses. Au niveau des startups,
En France, on est vraiment un pays qui est vraiment très bon au niveau des startups. En Inde, ça continue, ça accélère. Et ce qu'on voit également, et pourquoi c'est un pays vraiment qui est très intéressant aujourd'hui, c'est parce que historiquement, il y avait beaucoup de tech en Inde, mais avec deux types au niveau ingénierie. Il y a une partie qui restait en Inde pour supporter les entreprises mondiales et une autre partie qui allait s'expatrier aux US, en UK, en Europe, etc. Et là maintenant, ce qui se passe avec le montée du marché domestique, comme Vivien le soulignait, et l'accélération, maintenant, il y a de plus en plus de startups qui se créent en Inde, de plus en plus de technologies, d'innovation. Et donc, c'est très, très important, en fait, pour nous d'être là. Et c'est aussi le travail de la French Tech, qui est là, en fait, pour aider les entreprises, les startups françaises dans l'intégration au niveau d'écosystèmes, aussi bien local avec d'autres startups locales ou d'entreprises plutôt corporate. Donc, c'est un vrai marché, en fait, d'innovation qui peut supporter l'entreprise française. Et comme Aude le disait, en fait, c'est assez facile et c'est très, très dynamique de créer, de monter son entreprise et de s'intégrer assez rapidement. Donc, tout ça pour dire, voilà, donc l'Inde, c'est vraiment un pays très, très intéressant, qui l'est depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau par rapport à la tech. Par contre, qui devient encore plus stratégique pour nous au niveau du futur, en termes de marché cette fois-ci. Parce que, comme c'était souligné par Vivien, ça va devenir dans les 20 prochaines années un des premiers marchés, certainement d'export au niveau tech pour la France. Voilà, donc merci. Donc, pareil, je répondrai à plus de questions plus tard. Donc, j'ai juste pour dire un mot, donc c'est juste pour. Il y a beaucoup de vocabulaire, donc j'ai résumé, mais le BFSI, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la partie finance, les paiements électroniques, etc., etc. C'est vraiment extrêmement de forte croissance. Et l'Inde, sur ce propos, l'Inde maintenant exporte à l'Allemagne et à la France ce type de technologie-là. On l'a vu avec le président Macron qui est venu récemment. Maintenant, si on a un téléphone indien et qu'on peut payer, on peut aller à la Tour Eiffel et directement payer avec son téléphone avec un système indien. Et après, pareil, au niveau de l'éducation, qui est vraiment un secteur très, très important, tout comme la santé en Inde. Là, effectivement, l'infrastructure était très, très, très faible en Inde. Et là, d'un coup, avec le Covid aidant, la participation est très, très importante. Bon, je vais repartir sur la partie retail, j'en ai parlé, entreprise, logistique, et je ne peux pas parler en fait de tout ce qui est transport, où il y a toute l'infrastructure à construire, au niveau ferroviaire, au niveau train, etc., etc. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, sur les 20 prochaines années, un des pays clés au niveau développement domestique sur la technologie. Merci Maud, retour à toi. Tu rajoutes Oui, ton micro. alors, Oui. je pense que c'est donc bonjour à tous, je m'appelle Audrey Collignon, donc je suis en VIE chez Dassault Aviation depuis 1 an et demi maintenant. Moi j'ai fait d'abord un DUT Tech de Co, ensuite j'ai fait une licence pro et un master à l'IAE de Bordeaux. J'ai fini par une spécialisation avec l'ESTIA à Bidart, qui est une école d'ingénieurs. C'est sur vraiment de la gestion de projet avec une spécialisation sur la gestion de projets industriels. Donc, j'avais eu déjà une expérience chez Dassault en France quand j'étais en licence. Ensuite, j'ai fait mon alternance chez Safran pendant mon master. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir en VIE, donc avec Dassault. Et de là, donc, j'ai été d'abord sur des fonctions achats, ce qui m'a permis d'avoir une bonne connaissance de l'écosystème indien sur l'aérospace, enfin sur l'aéronautique, du coup, parce que moi, je ne m'occupe pas du tout du spatial. Et puis ensuite, désormais, je suis sur des fonctions plus de contract management, puisque je travaille avec le programme manager qui s'occupe donc du contrat que l'on a actuellement avec l'Inde, auquel on a donc vendu 36 Rafales en 2016. Donc, notamment Dassault, bon après je vais élargir un peu au secteur, mais Dassault, donc, ils ont une relation très forte avec l'Inde depuis les années déjà 1950. Année pendant laquelle ils ont commencé à vendre des avions militaires à l'Inde. Et puis ça a fait que s'accroître. Et aujourd'hui, donc avec le contrat notamment donc des 36 Rafales Inde, ça s'est forcément renforcé. Et notamment dans le cadre du Make in India.
qui est donc une politique qu'a l'Inde d'encourager fortement, on va dire, ses partenaires à développer leur activité en Inde en produisant le maximum de composants, de services en Inde directement. Donc, on est très engagé sur ces points-là. Et notamment, on produit aujourd'hui des pièces aéronautiques pour le Falcon et pour qui est un avion civil, et pour le Rafale qui est un avion militaire. Donc, au-delà de Dassault, les acteurs de l'aéronautique sont tous présents aujourd'hui en Inde, que ce soit Safran, Thales, Airbus pour les plus gros, les majeurs, et ensuite tout ce qui est sous-traitant également. Donc, ça représente beaucoup d'opportunités sur l'aéronautique. Et au niveau des entreprises indiennes avec lesquelles on travaille tous aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont à un très bon niveau industriel, tout aussi bon que des fournisseurs français, et qui sont montés en compétences très rapidement et qui vont continuer à augmenter leurs capacités et leurs moyens technologiques industriels. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a des opportunités sur l'aéronautique en Inde, que ce soit pour les Français, sur le marché indien. Donc, moi, par exemple, je sais qu'il y a énormément de VIE qui sont également dans des entreprises aéro. Et même au-delà du VIE, on sait qu'il y a des débouchés, il y a des expatriations et autres opportunités. Donc voilà, après au niveau des fonctions qui sont proposées, comme je disais, moi j'ai fait des achats, j'ai fait du contract management. Aujourd'hui, les fonctions sont assez variées. Ça peut aller de l'informatique, ça peut aller du commercial, achat, de la supply chain, de la production, du business development et même des fonctions management. Donc c'est vraiment pour tous les profils. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas beaucoup parlé de la vie en Inde, mais je pense qu'on y reviendra plus dans la discussion qu'on aura après. Ah, je ne t'entends pas, Maud. Est-ce que j'entends plus personne? Oui, bonjour. Maud, je pense qu'on ne t'entend pas. Je sais pas si Maud, vous m'entendez. tu as coupé ton micro. Ah, bon, ça va, c'est pas seulement moi. On t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Ah oui, là, oui. 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 Bon, ben voilà, on fera sans Ouais. casque, hein, c'est Oui. sans technologie de nouveau. Oui, juste Oui. un petit élément. Et ben, je m'entends. Oui. Ok. Oui, je voulais savoir, parce qu'on ne peut pas parler d'innovation en Inde sans parler peut-être du Jugaad. Je me disais peut-être que tu as pu voir ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le Jugaad et nous dire comment tu l'as expérimenté, toi? Quelle expérience tu en as en travaillant en Inde? Le Jugaad, c'est dans le travail et dans la vie personnelle. C'est tout le temps partout. Et donc, le Jugaad, c'est le système D indien, en fait. Et donc, je l'ai vu notamment dans les usines que j'ai pu visiter sur nos fournisseurs. Ils ont même un genre de devise. Ils disent toujours make it happen. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ils vont se débrouiller pour que ça fonctionne, en fait. Et ils sont beaucoup moins dans la réflexion de quel problème pourrait survenir, et plus dans on essaye et on verra. Donc voilà, ils sont à ce niveau-là, ils sont beaucoup plus, ils sont moins frileux sur le fait d'entreprendre et de trouver des solutions rapidement. Et cela même dans l'aérodéfense. Et même dans l'aérodéfense. Et ça marche. Et ça marche, souvent ça marche. Alors, ça marche pas forcément du premier coup, mais ils sont très persévérants et ils trouvent toujours un moyen pour que ça finisse par fonctionner. Parfait. Donc ça fait partie des petites spécificités de l'Inde, c'est cette improvisation créative qui peut faire peur, qui peut générer du stress, mais qui fait vraiment partie de la culture ici. Donc voilà, ça me permet de passer la main à Pierrick. Merci beaucoup, Audrey. Et pour donner quelques conseils, puisqu'il travaille pour Altios, sur l'idée de s'implanter, comment une entreprise s'implante en Inde, quelques petits conseils qu'il pourrait donner. Je te laisse la main. Merci Maud. Donc, bonjour à tous. En effet, je m'appelle Pierrick Gourdet. Comme Audrey, je suis en VIE en Inde. Ça fait un petit peu moins longtemps, ça fait
1 an que je suis basé à Delhi. J'ai fait rapidement pour parler de mon parcours, moi aussi, j'ai fait un DUT technique de commercialisation et ensuite donc une licence classique en université, économie-gestion, avant d'enchaîner sur mon master International Trade à l'IAE de Nice. Dans mon stage de fin d'études, j'étais chez Altios et c'est ça qui m'a permis de rencontrer le directeur de la filière indienne et pour être enfin qui m'a proposé ce VIE ici. Donc Altios, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne comme des spécialistes de l'internationalisation des PME et ETI. Et donc on accompagne les entreprises dans leur déploiement international, que ce soit du début de comment on réfléchit à notre projet, jusqu'à sur place, comment on crée la filiale, comment on recrute des gens, comment on va faire une opération de croissance externe. Donc, on va vraiment accompagner tout du long de ce process et c'est vrai que c'est pour ça que je peux en parler un petit peu plus. En termes de mission, c'est parce que je trouve que mon VIE est assez intéressant et je vais vous en parler. Moi, je travaille sur 3 axes principaux. Le premier, c'est que je vais coordonner les projets de toutes les entreprises en Inde. Je suis responsable du French Desk, donc c'est-à-dire que tous les projets d'entreprises françaises qui sont intéressés pour l'Inde, je vais pouvoir intervenir dans la relation pour faire un petit peu le lien entre nos équipes locales et le client français. Parfois, les difficultés en termes de langue ou de culture peuvent se faire ressentir. Je vais aussi travailler sur du business development, donc des missions un peu plus commerciales. Je vais essayer d'identifier les entreprises qui peuvent être intéressantes, des prospects, créer mon pipe et ensuite essayer de les rencontrer, faire toutes les actions commerciales classiques pour vendre les accompagnements qu'on peut proposer. Et la dernière mission, c'est toujours un petit peu dans la partie commerciale, mais c'est vraiment de renforcer notre présence auprès de l'écosystème économique local. C'est quelque chose qui est assez présent, je pense, dans n'importe quel pays. On va avoir des entités comme Business France, comme la Chambre de commerce, comme les CCE, les banques aussi. Et tout cet écosystème local permet d'accompagner les entreprises dans leur développement, qu'elles ne se sentent pas non plus toutes seules dans un nouveau pays. Donc, je voulais répondre à 2 questions. Je pense que Maud, tu peux passer à la slide d'après. La première, c'était quels sont les principaux challenges lorsqu'une entreprise se déploie en Inde. Et j'avais envie d'aller un petit peu à la langue de bois parce que ça dépend vraiment de comment une entreprise vient et comment elle se déploie. Nous, on aime bien parler de 3 modèles différents qui dépendent un petit peu en fonction de l'engagement que les entreprises veulent faire en Inde. Le premier, c'est qu'elles vont travailler avec un distributeur exclusif. Et donc, c'est souvent là-dessus, c'est ce qui pose le plus de problèmes parce que ce distributeur exclusif, il va être vraiment. On va signer un contrat pour qu'il s'occupe de vendre nos produits en Inde. On va tout simplement faire de l'export et lui va importer tous les produits. Le problème, c'est qu'on n'a aucune remontée d'informations. On ne connaît pas du tout notre marché. Et donc, c'est souvent là-dedans qu'on va avoir des complexités lorsqu'on va s'intéresser plus précisément à l'Inde. On va dire, voilà, j'ai envie de me développer, de faire un petit peu plus. On va pas savoir où sont nos clients, on va pas savoir qui sont nos clients, on va pas savoir à quelle marge on vend. Et donc, donc en fait, on est obligé de recommencer depuis le début, même si ça fait 10 ans qu'on travaille avec un distributeur. Donc là, c'est important de quand même vraiment s'investir si on a un distributeur en local et pourquoi pas essayer d'envoyer des ressources. Donc, c'est ce qui est la deuxième option, des employés locaux pour venir pousser les ventes et faire un retour pour assurer le lien avec l'entité locale. Donc, c'est, comme je disais, le deuxième modèle, c'est soit déployer simplement des employés qui vont être en charge de vendre les produits, ou alors créer une filiale. Ça, c'est un peu plus, ça va être en termes de difficultés, quels sont les principaux challenges, c'est qu'il va falloir miser sur le long terme, il faut commencer petit à petit. Il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre le temps. Sur l'Inde, c'est très dur d'aller on va dire un projet sur le marché indien marche du tac au tac parce que il y a souvent beaucoup d'adaptations à faire. Mais ça, sinon, c'est en général quand même le plus simple. On va simplement avoir des difficultés, bon, comme dans tous les pays, j'ai envie de dire, qui vont être administratifs, liés à la création d'une filiale, comment réfléchir à sa supply chain, mais dans n'importe quel pays, ça demande du travail, ça demande un peu de complexité. Et enfin, la dernière option, c'est une opération de croissance externe. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pu en entendre parler, mais c'est quand on va racheter une entreprise, ou en tout cas une partie d'entreprise locale, pour essayer de démarrer avec donc déjà un poids, une entreprise qui a déjà une activité, en tout cas en local. Là, nous, les principaux challenges qu'on voit, c'est la relation avec le partenaire. C'est très compliqué de trouver un partenaire de confiance,
avec qui la relation se passe bien dans la durée. Et donc, en fait, nous, le premier conseil qu'on donne, c'est de vraiment pas minimiser la transition qui va se faire une fois qu'on a racheté l'entreprise pour en faire un seul groupe et pas deux entités différentes. Donc, vraiment essayer d'envoyer des gens locaux, d'envoyer des process, envoyer des expats, des VIE qui vont assurer la transition. Et donc après, la deuxième question, c'était vraiment précisément sur la logistique en Inde. Et nous, dans mon entreprise, on a bien montré cette carte. Alors, je ne sais pas si tout le monde la voit, mais en fait, on prend la carte de l'Inde et on la superpose sur l'Europe et on se rend compte que du nord au sud, on arrive de la Suède jusqu'à l'Italie. Et d'est en ouest, c'est de l'Allemagne jusqu'à l'ouest de la France. Donc, c'est un pays qui est gigantesque. On appelle ça presque un mini-continent. Donc, clairement, en termes de logistique, ça pose des problèmes. Comment on résout ça? Il faut fonctionner par zone. Donc là, on en a découpé 4 qui marchent globalement assez bien, mais on n'a pas hésité à faire des découpages forcément plus précis. En fonction des États, c'est aussi la même chose. Si vous voulez développer en dehors de l'Inde, c'est souvent ce qu'on propose aussi pour les États-Unis, par exemple, qui sont des pays aussi grands, la Chine aussi. On va vraiment fonctionner en termes d'État et en termes de zone, notamment où en Inde, on va avoir une culture qui est totalement différente entre les Indiens du Sud, d'un État à l'autre pour les Indiens du Nord, les Indiens de l'Ouest. Donc là, c'est très important et de même pas parler à la même langue. Et ensuite, deuxièmement, sur les défis logistiques, on peut parler de quelque chose qui est moins contrôlable, le niveau des infrastructures, la qualité des infrastructures. Alors, c'est vrai que en termes de routes, en termes de parfois les infrastructures qui vont être même les routiers ou donc les rails, les trains, c'est pas forcément au niveau de ce qu'on peut trouver en Europe, mais depuis que le Premier ministre est en place, c'est vraiment un des principaux défis qu'il a voulu relever. Et on se rend compte que depuis une petite dizaine d'années, c'est quelque chose qui est vraiment en train de changer. On se retrouve avec des niveaux qui commencent petit à petit à arriver au standard européen. Donc ça, là, le principal conseil qu'on dit, c'est de recruter quelqu'un en local qui va savoir nous aiguiller vers les bonnes personnes, vers les bons passages pour disposer d'une logistique assez complète parce qu'on va avoir quelques entreprises qui sont très en avant, qui vont permettre, même sur des secteurs assez compliqués comme la pharma, qui demande beaucoup de caractéristiques, beaucoup de professionnalisme, et bien, même sur ces secteurs-là, on va avoir des professionnels qui sont tout à fait capables d'assurer en tout cas des standards logistiques presque européens. Donc voilà, après je pense que je crois aussi qu'on va développer un peu plus tard d'autres points, mais c'était mes grandes lignes sur quels sont les principaux défis des entrepreneurs qui veulent se lancer sur le marché indien. Merci beaucoup, Pierrick. Je voulais mentionner que les deux questions auxquelles j'ai apporté une réponse viennent de Théas. Je remercie le DIFC pour ces questions. On va passer justement à un modèle plutôt question-réponse. Et donc, on va commencer par un groupe de questions assez qui vont un peu dans le même sens. Alexandre, tu vas être l'heureux élu pour pouvoir essayer d'y apporter une réponse. Je laisse également mes autres copanélistes si vous souhaitez ajouter un petit mot. Donc voilà les questions qui viennent de Guez, de Mandela, de Billière et Schweitzer. Comment les valeurs traditionnelles et religieuses de l'Inde influencent-elles les décisions commerciales et les relations avec les partenaires? Est-ce que la religion hindoue ou le système de caste est un frein au développement économique du pays? L'importance des castes dans la négociation commerciale? Alexandre, est-ce que tu te sens à l'aise de nous donner ton point de vue sur le sujet? Oui, je peux toujours donner un point de vue, même si le sujet est effectivement très riche et compliqué, et comme disait Pierrick, c'est aussi assez local parfois. Mais de façon générale, la première chose à savoir, c'est qu'effectivement, si on parle de caste, pour être assez clair, donc depuis maintenant assez longtemps en Inde, même si c'est un sujet, même si ça existe, parce que c'est très lié à la religion hindoue, c'est au niveau de la loi, c'est interdit de faire quelconque discrimination par rapport aux castes. Ça, c'est un point très important, parce que ce n'était pas le cas quand on regarde l'histoire en fait de l'Inde. Ensuite, l'aspect religion est effectivement très important parce que en Inde, clairement, donc 80% de la population est hindoue, à peu près 15% est musulmane, et après il y a un mix de effectivement chrétiens, etc. Mais la foi, les gens sont effectivement très engagés au niveau de la religion, et ça prend une bonne partie de leur vie.
et ça définit forcément, au-delà en fait des parties famille, business, une communauté qui va effectivement et la partie communautaire en Inde est effectivement très importante. Donc maintenant pour en revenir au point par rapport à ce contexte-là, à la relation par rapport au business et cetera, clairement j'ai expliqué tout ça pour dire qu'effectivement de plus en plus et historiquement, il y a quand même assez une réputation, une certaine corruption et cetera. Maintenant, ça se standardise, hein, comme vous avez pu effectivement, de plus en plus, ce qu'on retrouve, dans les pays européens, on le revoit au niveau des process d'achat et cetera. Néanmoins, il y a des très grandes familles en Inde, des très grandes communautés, et tout ça, c'est un peu relié, qui fait que, finalement, l'aspect, écrit est souvent moins important que l'aspect connaissance, relation qu'on peut avoir. L'expérience en Inde et que je me partage moi-même et que par beaucoup de collègues et d'entreprises, françaises et étrangères ici, c'est qu'effectivement, contrairement, c'est pas on n'a pas l'approche complètement, contractuelle hyper, adressée. L'aspect, se connaître, bien se connaître, créer cette confiance, créer un sentiment où effectivement on va faire quelque chose ensemble, un peu comme une famille, est très, très important, l'aspect relationnel. Est-ce que la religion influe et cetera? Je ne suis pas sûr parce que derrière, au niveau du business et des écoles et cetera, c'est très standardisé. Par contre, le fait de bien connaître et d'intégrer est effectivement primordial. L'Inde, c'est pas un pays où on peut travailler, on va dire, à la porte du pays. Il faut vraiment y rentrer, s'intégrer et créer les liens qui vont bien pour pouvoir faire du business qui va bien. Je te Mmh. remercie. Est-ce que les autres panélistes veulent rajouter quelque chose sur ce sujet? Parce que c'est quand même un sujet assez, assez fort. Oui, Je- moi je vais juste Oui. rajouter un petit quelque chose, et c'était exactement ta conclusion, Alexandre. Je trouve que c'est très important, l'Inde, c'est ce qu'on recommande, faut pas le considérer comme un marché qui va être secondaire ou un petit marché, mais plutôt, voilà, pas hésiter à envoyer des gens sur place, à être présent, à investir dans ce pays, parce que c'est tellement, en effet, ce que tu disais, le fait de bien connaître les process, bien connaître un réseau, c'est vraiment, c'est le plus important, je pense, en Inde. Et donc, nous, c'est ce qu'on conseille en général, c'est vraiment de le conseiller comme un vrai marché à part entière, de s'investir, d'être sur place, de venir régulièrement, de développer ses connaissances sur le marché et de se faire accompagner, ou en tout cas d'avoir des experts locaux qui maîtrisent vraiment, enfin, qui connaissent du monde. En fait, c'est pas facile d'arriver en tant qu'entreprise étrangère dessus. C'est tout. Oui, si je puis rajouter un petit quelque chose sur la religion en ce qui me concerne, euh, c'est un fait qui est là, en fait, la laïcité que nous, on connaît en France, elle ne s'applique pas de la même manière. C'est un pays séculaire, hein, ça fait partie de la Constitution, donc toutes les religions sont les bienvenues, hein, mais dans les faits, vous allez vous retrouver, que ce soit, pour moi, ça s'est passé en entreprise quand j'étais responsable des ressources humaines d'une agence de voyage ici, mais également régulièrement quand je visite des écoles. Vous allez voir toutes les religions, mais vous allez quand même faire une puja, c'est-à-dire une cérémonie religieuse généralement plutôt hindoue. Ça fait partie voilà, et tout le monde l'accepte. Tout le monde presque je dirais trouve ça tout à fait normal de le faire, et ça jette en fait un élément positif sur le reste de la journée. En plus, c'est en général assez joli. Mais ça fait partie des choses qu'il faut. Ça peut être un peu étrange avec notre expérience en France, je pense, de se retrouver dans ce genre de situation. Et voilà, il faut considérer que c'est normal. De la même manière que vous travaillez dans un gouvernement, dans un poste gouvernemental ou dans une banque, hein, donc privée, vous avez tous les public holidays, donc les jours fériés de toutes les religions, hein. Donc, le fait religieux existe. Euh, dans certains domaines, je pense peut-être dans le manufacturing, il peut y avoir encore des éléments de casse si c'est assez présent dans la communauté dans laquelle vous êtes. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas complètement ignorer. Je pense quand même que dans les sociétés, l'informatique, et dans les grandes villes en particulier, j'avais l'occasion de voir que à Delhi, dans une agence de voyage, on n'avait pas forcément des gens avec des niveaux d'études très élevés ou qui venaient de milieux très favorisés.
En fait, ils appréciaient beaucoup d'être très divers. Ils venaient d'un peu partout en Inde, ce qui est souvent le cas dans les grandes villes. Résultat, ces éléments ne s'appliquent plus vraiment. Donc, voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut considérer sur cet élément-là, en tout cas à mon point de vue. On va continuer alors, sur un sujet, je vais me tourner vers Audrey, un sujet qui est important. C'est une question de Théa cette fois. Quelle est la situation des femmes en Inde et dans les entreprises? Audrey, est-ce que tu veux donner ton avis? Alors, la situation des femmes, je pense que déjà, il y a la situation des femmes indiennes et la situation des femmes expatriées qui est forcément différente. Je vais parler de mon cas en tant que femme. Bon, déjà, en tant que femme dans l'aéronautique, on est assez peu nombreuses, il faut quand même le dire. Et ensuite, en tant que femme dans l'aéronautique en Inde, on est encore un peu moins nombreuses. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune sorte de discrimination que j'ai pu sentir. Et en tout cas, en entreprise, il n'y a aucune discrimination qui soit faite, ni sur les femmes expatriées, ni sur les femmes indiennes. En tout cas, dans les entreprises que je connais ici, j'en ai jamais vu. Ensuite, en termes plus sociétal, les femmes indiennes, c'est vrai que, alors dans les grandes villes, il faut quand même tout le temps faire le parallèle entre les villes et les endroits un peu plus reculés en Inde. Dans les villes, aujourd'hui, les femmes indiennes, elles travaillent pour la plupart. Elles ont des postes à responsabilité, elles accèdent à toutes les fonctions sans aucun problème. Donc, il y a un niveau d'éducation des femmes qui est tout à fait similaire à celui des hommes, on va dire. Et ensuite, au niveau des campagnes et des villages un peu plus reculés, là, on a toujours autant des traditions qui sont appliquées où les femmes s'occupent principalement du foyer, des enfants et de la maison. Mais j'espère que ça finira par évoluer aussi dans ces endroits-là. Et dans tous les cas, c'est toujours en évolution. Ça va très vite ici, donc je suis sûre que ça finira par évoluer également. Ouais. J'en profite pour dire que tu es à Delhi, hein, c'est bien ça? Je suis à Delhi. Oui. Tu as une mauvaise réputation, a priori, mais pour moi, y avoir vécu 5 ans, et je ne sais pas quelle est ton expérience en tant que femme là-bas. Rajouter ça, en tant que femme à Delhi, je ne me suis jamais sentie en insécurité du tout. Voire même, je me sentais plus en insécurité à Paris. Et donc, aucun problème de sécurité ici. En tant que femme ou en tant qu'homme d'ailleurs, je pense que j'ai jamais vu de pickpocket, de voleurs ou quoi que ce soit. De tous les VIE que je connaisse et de tous les expatriés, personne n'a été victime de ce genre de choses. Ce qui peut être le cas en France. Donc, à ce niveau-là, je ne me suis pas du tout sentie en insécurité. Alors après, oui, il y a de la curiosité de la part des Indiens. On est blanc, on est blanche, et donc on a forcément beaucoup de regards. Parfois, ça peut être un petit peu gênant, mais après, on finit par s'y habituer comme à tout. Et au-delà de ça, par contre, j'ai jamais eu de comportement déplacé, en tout cas à mon égard, rien. Merci. Si je puis donner mon point de vue, alors en étant un peu plus âgée, donc c'est pas tout à fait les mêmes expériences nécessairement, mais j'ai vécu 5 ans à Delhi il y a un certain nombre d'années. Maintenant, je suis à Bangalore. Je suis d'accord avec toi. Moi, je me sens très très en sécurité. Puis avec les différents postes dans lesquels j'ai été, que ce soit dans le tourisme et maintenant dans l'éducation, je me balade vraiment partout. Je ne sens jamais m'être sentie en danger. Ce que je pourrais dire, c'est on ne peut pas nier, bien sûr, qu'il y a des événements tragiques qui existent. On ne peut pas nier qu'il n'y a que 25% de la population active qui sont des femmes. On ne peut pas nier qu'il y a évidemment des avortements sur les filles, même si c'est interdit par la loi de demander le sexe de l'enfant. Pour vous dire, pour avoir eu un enfant ici, et finalement quelque chose de plutôt sympa de pas savoir et d'avoir la surprise en arrivant. Donc ça existe, ça, c'est vrai. Mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a, je pense, un niveau de tolérance, en tout cas dans les grandes villes, à l'agression des femmes qui est beaucoup plus lourd, en fait. C'est-à-dire que si je hausse le ton, même pour quelqu'un qui simplement je sais pas, ne veut pas me rendre la monnaie ou n'est pas d'accord avec le montant du rickshaw ce jour-là, tout de suite on aura du monde autour de nous pour en fait qui en fait rassure
Donc il y a un vrai, on se sent en sécurité aussi parce qu'on sent que voilà, on n'est jamais seul et qu'on est plutôt protégé. Il y a de nombreuses lois dans les entreprises, notamment des lois pour empêcher des discriminations pour les femmes dans les entreprises avec alors je ne sais plus exactement le nom, je crois que c'est SPOC, ça s'appelle. Donc toutes les entreprises doivent avoir une certaine taille, doivent avoir ce type d'organisation dans leurs entreprises. Donc ils font vraiment très très attention à ces éléments-là. Je pense que c'est plutôt positif. Et puis par ailleurs, j'ai lu récemment un livre de l'ancienne directrice du FICCI, qui est la chambre de commerce principale en Inde, indo-indienne, qui a écrit sur 30 femmes dans des postes importants en Inde, et qui commence sa préface en disant quand il y a eu le cas de Nirbhaya, cette horrible histoire d'une jeune femme qui s'est fait violer de manière affreuse à Delhi, il y avait quand même 1 million de personnes dans les rues pour demander que ce genre de choses n'arrive plus. Donc un vrai désir de changement, en tout cas une vraie. Je pense que les gens étaient vraiment choqués. En même temps, au même moment, vous aviez le plus de banques au monde qui étaient gérées par des femmes CEO à leur tête, quoi. Donc voilà, on peut pas prendre l'Inde sur un seul, on peut pas en fait le caricaturer. L'Inde, à mon avis, au niveau des femmes, et en tout cas l'expérience qu'une jeune femme française ou une femme plus âgée française aurait en Inde devrait être plutôt positive. En tout cas, n'ayez pas peur de ça. C'est le message que nous deux, je pense, on peut donner. Je serais ravie de vous partager les quelques vidéos que nous avons faites des autres CCEF femmes indiennes qui font partie de notre réseau à ce sujet. Voilà, alors on va passer à la prochaine question de Gued, pour Pierrick cette fois. Quelle est l'importance de l'établissement de relations personnelles avant de faire des affaires en Inde? Alors, cette question, on a déjà un peu parlé, c'est vrai, avec Alexandre, mais c'est quelque chose qui est hyper important. Pas que avant, je pense, mais aussi beaucoup pendant et après. Parce qu'en fait, tout va aller très vite en Inde. On va tout le temps nous dire oui, oui, oui pour signer un contrat. Donc, ça peut aller. Enfin, c'est pas une légende que les Indiens ne savent pas trop dire non. En tout cas, ils sont souvent très enthousiastes pour acheter les produits, même pour pas lancer des projets. L'intérêt, c'est qu'il faut vraiment aller étudier, aller creuser derrière. Il faut en effet avoir une vraie relation avec lui, mais parfois aussi aller demander ailleurs, essayer de mesurer un peu s'il a une bonne notoriété, le contact qu'on peut avoir en Inde. Sinon, en termes de relations personnelles, moi j'ai l'impression que en étant en tout cas expat, en étant français, ça marche assez bien parce que je trouve que moi les Indiens aiment beaucoup nous parler, nous posent beaucoup de questions, donc ça n'a jamais été un défi en tout cas pour moi de me dire c'est compliqué d'entrer dans un cercle, même si c'est vrai que c'est important d'avoir un très bon réseau. Donc cette question, elle est un petit peu, je suis encore une fois une langue de bois avec un oui et un non, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas du tout le mettre de côté. En Inde, les contrats ont une nature un petit peu flexible. Ce qui est écrit n'est pas forcément non plus applicable, en tout cas pas du tout au niveau des deadlines. Donc c'est important d'avoir de bonnes relations avec le partenaire qu'on a en face et de continuer à s'investir tout au long des projets, de continuer à garder un lien, de garder un contact. Je pense que c'est à peu près ça globalement, en tout cas mon point de vue sur cette question-là. Merci. Si je peux ajouter quelque chose sur ce sujet, je pense que de créer des relations avec les gens avec qui vous voulez faire des affaires, c'est très important pour aller au-delà voilà, vous avez ce geste-là pour les Indiens qui veut tout dire et rien dire. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est en Asie en général, il est un peu difficile de dire un vrai non. C'est une manière polie en fait de se laisser le temps de réfléchir. Donc c'est très très important de revenir, d'essayer de comprendre en fait quelles peuvent être
les tenants et aboutissants d'une décision en Inde, de s'assurer qu'on a les bons interlocuteurs pour que la décision puisse être appliquée. Et ça, vous allez le savoir en ayant passé un peu de temps de qualité avec ces personnes. Ce serait du bon temps d'ailleurs en général, parce que les Indiens ont beaucoup d'humour et sont très chaleureux. Et j'ajouterais par-dessus que ils n'aiment pas, en fait, ils ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas la subtilité dans leurs réponses. D'où vraiment l'intérêt voilà, d'aller un peu plus loin. Parce que vous aurez eu un oui, puis il y aura un blocage à un moment, et il sera impossible d'aller de dépasser ça, à moins d'aller passer un peu de temps à prendre un chai avec la personne, pourquoi pas rencontrer la maman du monsieur, parce que ça va être, c'est là qu'il faut se sentir à l'aise de nous dire un peu plus de détails. Donc voilà, c'est un élément culturel qui, à mon avis, est important. Alors, je vais repasser maintenant à une autre question, cette fois pour Vivien. Une question qui nous vient de Carcado. Quels sont les stéréotypes, les clichés, les préjugés que vous aviez avant de venir en Inde et qui se sont confirmés? Ou infirmé dans la question. Ou infirmés, pardon. Oui. Je dois dire que entre le moment où j'avais postulé pour un VIA dans plusieurs pays, dont l'Inde, et entre le moment où j'ai reçu le fait qu'il y avait un poste disponible et le moment où j'ai rejoint le pays, ça s'est passé assez vite, en quelques semaines, en 2 mois. J'étais déjà arrivé en Inde, donc j'ai pas eu vraiment le temps de me construire d'idées reçues. J'ai peut-être quelques idées reçues, mais pas beaucoup de préjugés ou de stéréotypes. C'était déjà au milieu des années 2000, donc je n'ai pas connaissance de beaucoup de gens qui avaient voyagé, vécu en Inde, donc j'avais assez peu d'informations avant de venir. Peut-être dans les fausses idées que je m'étais faites, je ne m'étais pas rendu compte de la taille et de la géographie du pays. Je me disais que c'était un pays tropical, il ferait beau et chaud toute l'année. Sauf qu'à Delhi, où on est dans la vallée au pied des montagnes de l'Himalaya. Donc il faut se rendre compte que l'hiver, il fait très froid et j'y étais pas du tout préparé. Donc c'est des fausses idées que j'avais en tête que là, c'est tout beau. Non, sauf que maintenant, je suis dans le sud de l'Inde, donc là, c'est le cas. Mais ça m'avait vraiment surpris. Et donc, de voyager aux 4 coins de l'Inde, c'est compliqué, ça prend du temps. Il y a des trains, il y a des avions. La logistique est encore en cours de développement, et donc il y a beaucoup d'investissements dans les infrastructures. Mais de fait de cette taille immense, comme l'avait mentionné Pierrick, c'est toujours quelque chose à bien anticiper dans ces déplacements, à la fois professionnels ou touristiques. Un autre aspect, et c'est quelque chose qui a été mentionné avant sur la religion, donc les premières informations que j'avais vues sur l'Inde, c'est que c'était un pays séculaire. Donc séculaire, c'est pas un mot français, c'est qu'un mot anglais. Et j'ai mis du temps à comprendre que la traduction était laïcité. Et pendant plusieurs années, j'ai cru que c'était le contraire de laïcité, parce que beaucoup de choses dans la vie quotidienne, dans la vie culturelles indiennes sont liées à la religion, mais ce n'est pas du tout la définition qu'on se fait en France de la laïcité. Le gouvernement, dans l'État où j'habite, dans le sud de l'Inde, a un ministère des Affaires religieuses. Donc, c'est vous dire que l'État est quand même très impliqué dans ces questions de suivi des affaires religieuses, notamment hindoues. Dans beaucoup de gouvernements de l'administration ou d'entreprises privées, vous avez des idoles de divinités indiennes, et donc les gens font les célébrations régulièrement dans le cadre professionnel. Donc ça m'avait également surpris de comprendre que c'est un pays laïque, mais qui a quand même une forte tolérance sur la pratique religieuse dans le cadre public. Et il y avait un autre point aussi qui a été discuté par moi sur la situation des femmes. Dans mon domaine, en termes d'économie, j'ai eu la chance de pouvoir recruter des équipes d'économistes. Et dans cette filière, il y a environ 3 quarts, 75% de femmes qui suivent les filières en licence et maîtrise, master en économie. Et donc j'étais extrêmement surpris cette forte disponibilité de main-d'œuvre très qualifiée en économie. Ça se retrouve aussi, femmes brillantes dans ce domaine, jusqu'à la tête du FMI, où même si c'est dirigé par une femme, mais la numéro 2, qui est l'ancienne chef économiste du FMI, est une femme d'origine indienne et qui est extrêmement brillante. Et donc, dans mon domaine, j'ai pu
découvrir des rôles de femmes qui contribuent fortement à la recherche, à l'analyse, et c'est très important. Merci Covid. Je vais repasser vers Audrey. Quelles ont été tes difficultés pour t'adapter à la culture indienne et y a-t-il des différences culturelles qui t'ont perturbé? C'est une question de Carcado, de nouveau. Alors, les difficultés pour s'adapter à la culture indienne, c'est assez difficile de répondre. Tout est tellement nouveau qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix de s'adapter. Donc, au début, on est un peu surpris par tout et donc on se laisse juste aller globalement. Enfin, c'est le mieux parce que si on essaie de lutter, ça devient compliqué. Donc, on s'adapte. Et non, j'ai pas eu spécialement de difficultés. J'essaie de réfléchir à des points de la culture qui pourraient m'avoir dérangé, mais j'en vois pas spécialement. Après, forcément, on a notre culture et ils ont la leur et les deux sont très différentes en plein de points. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a quand même des similarités. Alors après, encore une fois, moi j'habite à New Delhi, donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations des grandes villes sont de plus en plus similaires à nous des pays européens. Et donc, on arrive à se rejoindre en plein de points, en tout cas avec des personnes assez jeunes. Après, en termes de culture, non, je n'ai pas eu de difficultés particulières à m'adapter. Après, forcément, il y a des problèmes d'incompréhension qui sont liés à la langue, qui sont liés à la culture. On ne comprend pas forcément pourquoi ils vont agir d'une façon ou d'une autre, ou pourquoi ils ont telles et telles habitudes. Donc, on se fait expliquer énormément de choses, notamment au début. Mais tant qu'on est curieux et qu'on est ouvert d'esprit, il n'y a pas de blocage particulier, je dirais, à ce niveau-là. Ah, parfait, merci beaucoup. Peut-être quelque chose, parce que je suis sûre que tu ne l'as pas noté, mais que ça a pu être un souci. Et je vais poser la question cette fois à Pierrick, c'est les concepts de temps et de ponctualité sont-ils perçus comment sont-ils perçus dans la culture indienne? Je suis sûre que ça va te rappeler des petites choses, des petites frustrations. C'est une question de Gad. Est-ce que Pierrick, tu veux bien répondre à cette question? Ouais. En fait, je ne sais pas trop comment commencer à répondre à cette question, mais c'est vrai qu'il y a un dicton qui dit que tout Européen qui vient en Inde acquiert de la patience s'il n'en a pas et la perd s'il en a. Et en fait, ça veut tout dire et rien dire, hein, mais l'image, c'est vraiment ça. C'est que des fois, on va s'arracher les cheveux parce qu'on comprend pas pourquoi, je sais pas pourquoi notre chauffeur de tuk-tuk s'arrête en plein milieu de la course pour aller faire son essence et il nous dit, mais non, je m'arrête 2 minutes et une demi-heure plus tard, on est toujours arrêté à côté, ça lui pose pas le moindre problème. On comprend pas pourquoi je sais pas, il y a des dossiers qu'on demande, avec des deadlines, on impose un peu des deadlines et nous derrière, ça nous met, enfin, je veux dire, on s'engage auprès des Français, auprès de nos clients, et on se retrouve à parfois des jours après, voire des semaines après. Mais en fait, c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est vraiment la notion du temps n'est pas du tout la même. Le temps, il est assez étirable. Euh, pour nous, on est parfois trop en plus stressé sur le temps. Mais c'est tout le temps de se dire c'est hyper grave si j'arrive pas, si je perds mon temps, si là je perds 1 heure ou 2, je sais même pas dans les bouchons avant d'arriver quelque part. Mais finalement, il faut aussi te laisser un peu aller. Euh, et ça, c'est vrai que la notion de ponctualité est assez complexe. Euh, et en fait, et du coup, c'est aussi vrai dans l'autre sens. Parfois, vu que les Indiens savent pas dire non, si on passe bien, qu'on arrive bien à se vendre, les deadlines qu'ils ont vont s'écarter, et nous, tout va aller plus vite, d'un coup, du tac au tac. Mais c'est bon, c'est plus souvent dans l'autre sens quand même, je vais pas mentir. Globalement, il faut vraiment être patient. Il faut essayer de laisser aller, en fait. On se rend compte que rien n'est si grave que ça. Tout va bien se passer, on s'adapte. Faut arrêter de s'énerver, en tout cas, de s'énerver jusqu'à beaucoup trop, on va dire, que simplement des deadlines. Et il faut essayer d'être flexible, en tout cas, nous, dans le travail, mettre en place des différents process pour garder une certaine flexibilité. Savoir le sentir aussi quand on nous dit un oui qui veut dire clairement non, ou en tout cas, clairement, ce sera plus loin.
on apprend à le sentir au final. Et un mot assez global, j'ai envie de dire, il faut persévérer, continuer, on continue à relancer, on continue à marcher, à essayer de pousser les choses, mais faut pas trop avoir peur. En tout cas, le temps, c'est vrai que c'est une notion beaucoup plus, il s'étire beaucoup plus en Inde, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. En fait, une manière de se prémunir de ces soucis-là, ça va être de le prévoir, de prévoir le fait que quelque chose puisse prendre un peu plus de temps. Donc, je le vois particulièrement dans le monde universitaire où voilà, je peux pas prévoir 3 visites d'université une même matinée, même si elles sont côte à côte, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Voilà, il faut le prendre en considération parce que il va falloir aller rendre visite à plein de monde et chaque visite est importante quand même, donc il est attendu de la part de nos hôtes qu'on ait prévu ce temps-là. Mais également, il faut appliquer, je pense, ce que s'applique à eux-mêmes les Indiens, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a prévu un meeting une semaine avant, ça m'est arrivé il y a quelque temps, que nécessairement, si on n'a pas reconfirmé la veille avec la personne qui nous attend, il est possible que ce meeting ne soit pas en fait dans l'agenda. Donc j'ai été accueillie une fois un lundi matin alors qu'on avait prévu ce rendez-vous juste une semaine avant. Et la personne était disponible, mais elle m'attendait pas, donc elle était très très étonnée que je ne l'ai pas reconfirmé. Donc j'ai compris. Donc ça fait partie des choses qu'il faut connaître ici, c'est que tant que c'est pas reconfirmé jusqu'au dernier moment, il est possible que ça ne se fasse pas ou que ça ne se fasse pas dans les temps. L'insistance, finalement, va permettre de créer l'urgence. Voilà, bon, ça, c'est mon expérience, en tout cas. Alors, une dernière question sur des thèmes de ce type-là, cette fois pour Alexandre. Quels sont les défis potentiels en matière de gestion des différences culturelles lors de la constitution d'une équipe ou d'une entreprise en Inde, selon toi? Donc, effectivement, c'est un sujet très, très important qu'on veut travailler en Inde. Donc, je dirais, comme ça a été souligné déjà, il y a des très fortes différences culturelles entre l'Inde et, on va dire, les pays européens, en tout cas européens de l'Ouest. Alors, comment elles se traduisent et comment y pallier? Donc, en fait, je pense que ça a été dit plusieurs fois. Culturellement parlant, et en particulier si je parle de la tech, de l'engineering, de ce genre de métier, on a quand même une tradition et une vue très écrite. Donc, l'écrit est important, c'est l'importance des détails lors des démarrer, etc., l'importance des rôles, des responsabilités, etc. Et en fait, cette approche-là, avec une culture indienne, et je rajouterai par rapport à ce qui a été dit, en plus de l'aspect patience, de l'aspect, d'un côté, il faut être assez patient, d'un autre côté, il y a une vraie capacité, quand il faut faire quelque chose, il y a une capacité de solidarité entre les équipes indiennes entre elles pour avoir un énorme nombre de personnes qui peuvent se mettre ensemble pour faire des choses incroyables en une très short période de temps. Mais ça, combiné au fait qu'il y a presque une aversion culturellement au niveau du conflit. D'accord? Donc effectivement, avoir une approche très management, très top-down, très autoritaire, c'est pas une approche qui fonctionne en Inde. Donc si je prends des termes un petit peu de management et de constitution, c'est vraiment un pays où faire du coaching. Donc bien écouter, de l'empathie, réexpliquer et s'intégrer. Et l'autre aspect que je dirais, qui est vraiment clé pour la constitution des équipes et surtout pour le démarrage et bien se comprendre sur des objectifs, c'est la proximité. Comme je disais avant, tout expliquer par écrit, etc., c'est pas une méthode qui fonctionne. En tout cas, c'est pas une méthode qui a fonctionné et que je connais qui fonctionne ici. Par contre, passer du temps, créer de la proximité, passer de la partie professionnelle à la partie personnelle, c'est quelque chose qui est primordial, en particulier quand on n'est pas indien. Donc du coup, ces aspects-là, c'est un peu les clés, donc les 3 éléments que je viens de donner, c'est un peu les clés pour arriver à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, quel qu'on soit et comment on travaille, c'est pas l'Inde qui va changer. C'est pas les équipes indiennes qui vont changer. C'est forcément l'entreprise qui veut construire son équipe qui doit s'adapter. Donc là, je redis une fois de plus, la proximité, la patience, comme c'était bien souligné par Pierrick et Maud, et également une approche très empathique, très coaching,
pour vraiment créer ces groupes. Et je vais donner juste un exemple pour dire un petit peu, pour illustrer la patience que j'ai eu plusieurs fois, où effectivement, il y a un projet qui se constitue, la communication est effectivement un peu fluide, donc c'est pas toujours très clair. Les deadlines se rapprochent et en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde reste très patient. Et l'Inde, il faut se rappeler, c'est quand même le pays du yoga et de la méditation, qui est très, très, très présent culturellement tous les matins. Et du coup, par contre, ce qui est possible, c'est qu'en l'espace de 48 heures, un projet peut être entièrement fait. Et on le voit sur la façon que l'Inde se construit. Donc voilà, donc tous ces éléments-là fait que effectivement, c'est vraiment prendre en compte, à s'adapter, à connaître, apprendre. Et effectivement, et à la fin, ce que je constate, c'est que une fois qu'on a bien compris ça, les résultats sont les mêmes. Mais juste l'approche et la façon de faire est différente. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a plus que 9 minutes, donc on va pas pouvoir couvrir toutes les questions. Et je pense que ce qui va être intéressant, particulièrement pour notre audience, je sais pas comment on dit en français, je suis désolée, les gens qui nous écoutent, ça va être plutôt d'entendre les témoignages de Pierrick et Audrey sur leur expérience de VIE. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux en quelques mots pourquoi vous avez décidé de faire un VIE et pourquoi en Inde? Et il y a une question, c'est des questions de Carcado, une autre question de Carcado, et c'est est-ce que vous êtes mieux payé en Inde qu'en France? Est-ce que vous pouvez nous dire ça en quelques mots? Tu veux commencer, Audrey? Oui, je peux commencer. Alors moi, c'était purement une opportunité. Je n'avais jamais pensé à aller en Inde. Comme j'ai expliqué, j'avais déjà des expériences dans l'aéronautique, donc j'avais postulé à plusieurs VIE. Et on m'a proposé donc le Canada, on m'a proposé le Mexique, on m'a proposé l'Inde. Et en fait, je me suis dit, l'Inde, c'est quelque chose qui sort du commun. Et j'aurais peut-être pas l'occasion d'y retourner un jour dans de si bonnes conditions, parce que oui, nos conditions en tant que VIE sont très bonnes. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion et j'avais envie d'être dépaysée et je n'ai pas été déçue à ce niveau-là. Et donc, je ne sais plus ce qui était la deuxième partie Alors, de la la deuxième question, êtes-vous mieux payé en Inde qu'en France? Alors, c'est assez difficile à dire parce qu'en tant que VIE, donc on est embauché, en tout cas pour l'Inde, quand on veut postuler à un VIE en Inde, il faut que ce soit forcément dans l'année qui suit l'obtention du diplôme. Donc, j'ai jamais eu d'emploi, on va dire, en CDI en France avant de venir en Inde, vu que c'est mon premier emploi après mon master. Mais je pense que oui, c'est possible qu'on soit un peu mieux payé selon les secteurs, selon les métiers. C'est possible qu'on soit un peu mieux payé en Inde, pardon, qu'en France. Et surtout, on a l'avantage de ne pas être imposable, donc on ne paye pas d'impôts ni en France ni en Inde. Et donc ça, c'est surtout là l'avantage et surtout là où se joue la différence. Bon, je pense qu'il y a une autre différence qui est aussi le coût de la vie qui n'est pas le même, même si également le coût de la vie qui n'est pas le même, gratuit du coup, de vivre en Inde, mais malgré tout, c'est moins cher. Donc, ah oui, largement. C'est-à-dire que déjà, le salaire est assez élevé, même par rapport à un poste équivalent en France, on va dire. Et surtout, au niveau du pouvoir d'achat, ça n'a rien à voir. C'est clair qu'ici, on a le luxe de pouvoir voyager beaucoup, économiser et avoir une vie très confortable. Super, merci beaucoup, Audrey. Et Pierrick, si tu veux bien répondre à ça, puis aussi peut-être de dire, est-ce que tu recommanderais une expérience professionnelle en Inde, notamment un VIE, et pourquoi dans ce cas-là? Donc, si tu peux nous partager ton expérience dans le VIE, est-ce que tu es mieux payé et puis répondre à cette question, s'il te plaît. Ok, alors, moi, mon expérience, j'en ai un tout petit peu parlé. En fait, je voulais avoir une expérience internationale. Je voulais développer mon anglais. J'avais vraiment un goût, je voulais me confronter à ça. Et j'avais visé, je crois, l'Australie, Nouvelle-Zélande et le Canada. Et en fait, c'est très classique, c'est une situation hyper classique, je pense, qui donne envie un peu à tout le monde. Et en tout cas, j'ai rencontré le directeur de la filiale indienne de mon entreprise. Et quand il m'a proposé ce VIE en Inde, je me suis rendu, bah, franchement, c'est vrai que c'est moins facile. J'avais pas du tout envisagé ça. Et ça me paraît beaucoup plus loin. Mais d'un autre côté, c'est aussi vachement plus différenciant. Ça permet d'avoir quelque chose qui apporte beaucoup plus qu'en fait, si vous allez, je sais pas, au Canada, vous allez vous rendre compte, moi, je sais pas en tout cas, mais
dans mes groupes d'amis, je dois avoir une dizaine, voire plus de personnes qui sont allées au Canada sur cette période-là. Je connais beaucoup de personnes qui le sont. Et puis même pour moi, je trouvais que c'était peut-être un peu plus enrichissant d'un point de vue différence culturelle. D'autant plus que l'Inde, je veux dire, c'est peut-être un peu plus compliqué d'y aller plus tard, quand on a toute notre vie installée, parce que ça fait forcément un peu plus peur. Euh, Même si voilà, tout ce qu'on vient de vous dire aussi, c'est vrai, hein, et maintenant qu'on y est, c'est vrai, mais en tout cas, je pense qu'aller au Canada, c'est faisable toute sa vie presque assez facilement. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait un peu décider pourquoi venir en Inde. Et je regrette pas du tout, honnêtement. Je sais que c'est vrai, tout ce que je viens de dire, ça m'apporte énormément. J'adore pouvoir voyager. En effet, sur la question du salaire, ben, les barèmes VIE sont publics, hein, donc je pense que vous pouvez aller voir sur le site Business France tous les salaires des VIE partout dans le monde. Globalement, ça varie en fonction du coût de la vie. Je ne sais pas si ça a été dit. Je suis désolé, j'ai eu un appel en fait entre-temps que j'ai pas entendu ce que Audrey a dit sur ça. Mais Je n'ai pas exactement les critères, mais c'est vrai qu'on cherche à rendre l'Inde plus attractive. Donc, du coup, ça veut dire des salaires plus importants, et tant mieux. Ouais. Donc, oui, c'est disponible. On va peut-être pas aller dans le détail, mais effectivement, c'est plutôt pas mal comme montant. Voilà, En tout cas, ça permet de bien vivre, on est d'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Mais, dans tous les cas, voilà, si on ne dit pas, on ne dit pas. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Vous pouvez y avoir accès, en tout cas, sur le site internet de Business France. Allez voir par vous-même. Vous avez tous les pays, la liste. Je crois il y a une centaine de pays peut-être. Voilà, vous pouvez aller chercher l'information. Ouais, voilà. Et après, du coup, ça permet vraiment de bien vivre. En fait, c'est aussi ça clairement qui permet de parfois bien aimer l'Inde parce que, en effet, surtout quand on vit à Delhi, des fois, c'est vrai que ça reste une ville parfois polluée, ça reste une ville où le climat peut être dur. Et ben, quand on se dit qu'on a un salaire qui nous permet de voyager, même au dernier moment, d'aller prendre un billet d'avion ou de faire un voyage, eh ben, c'est aussi, ça permet de vraiment, en tout cas, nous-mêmes, en tant que personne, se sentir beaucoup mieux. Et puis, dans tous les cas, on travaille, donc ça mérite un salaire. Donc, c'est aussi la première motivation, je pense, de tout le monde, c'est d'avoir un salaire quasiment. Donc, c'est vrai que ça aide aussi. C'est sûr. Parfait, ben merci beaucoup. Alors, on va clore les questions-réponses. Malheureusement, on avait préparé d'autres et on n'a pas eu le temps. C'est toujours un peu frustrant, malheureusement. Mais je veux remercier tous mes copanélistes pour leurs réponses et avoir enrichi ce panel. Donc, je vais conclure en disant vous êtes les bienvenus. Hein, on ne peut pas faire plus clair. Venez, choisissez l'Inde pour vos échanges. Ils vont être, en général, vos écoles ont choisi de très bonnes écoles en Inde. Et vous avez un panel assez large. En général, vous avez des écoles qui sont peut-être un peu plus cool sur l'académique, mais vous avez aussi les écoles d'excellence qui seraient excellentes d'avoir sur votre CV, les IIM, les IIT, par exemple, où ce sera un peu plus costaud encore académiquement, un peu plus avec des co-étudiants, des camarades de classe indiens qui sont parmi l'élite de l'Inde, si on peut dire. Peu importe ce que ça veut dire exactement, mais enfin voilà. Mais vous aurez aussi la possibilité d'explorer ce pays. Donc il y a une flexibilité généralement dans ces écoles pour vous permettre de rencontrer l'Inde de manière culturelle, touristique, et dans tous les éléments. Des stages, vous pouvez en faire. Vous avez vu le nombre d'entreprises françaises qu'il y a là. N'hésitez pas à contacter Business France, les CCEF, la French Tech India, on a deux personnes qui font partie, qui faisaient partie du panel, la Chambre de commerce franco-indienne qui a une CV newsletter, donc qui envoie des CV anonymisés à tout le réseau des entreprises françaises régulièrement pour promouvoir les options. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi venir en VIE comme on l'a dit. Il y a l'objectif, c'est d'avoir une centaine de VIE par an en Inde. On est à peu près à 70, je crois. Actuellement, il y a 20 offres en ce moment qui sont un petit peu dans tous les domaines, mais évidemment, il y a beaucoup pour l'ingénierie, pour le management et le commerce, mais pas seulement. Les VIA sont là également. Et puis sinon, vous avez chaque année la CCI franco-indienne, donc en France et en Inde, qui organise le French Indian Young Talent Programs. Donc on est un petit peu trop tard pour celui de cette année, mais n'hésitez pas à les suivre pour l'année prochaine.
pour découvrir l'Inde d'une autre manière. Merci beaucoup pour votre participation. Merci de nous avoir écoutés. Encore un grand merci à la Commission nationale des CCEF, de formation des CCEF françaises, et à Francisco pour l'organisation. Et on vous souhaite une excellente journée. À moins que Francisco, tu souhaites dire quelques mots. Écoute, je pense que cette première essai est concluant, et donc je suis ravi que ça soit bien passé. Je pense que ça va susciter dans d'autres pays, chez nos collègues, l'envie de présenter leur pays de la façon dont vous l'avez faite. Comme il y a maintenant un enregistrement, ça pourra également leur donner des idées. Bah, écoutez, merci à tous, merci aux écoles, merci aux étudiants qui ont préparé les questions. Et puis donc, de toute façon, je vais vous écrire pour le feedback. Voilà. Merci à toi, Francisco. Ok, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bye. Merci à vous. Bon, on fera un bilan ensemble, c'est génial.